C'est bon, bonjour, bonsoir à toutes et à tous. Vous regardez ou vous écoutez Quelle Comédie, l'émission hebdomadaire consacrée à l'actualité de la comédie française. Je regarde si Arthur est OK, Arthur Lenoir est avec moi ce soir, assisté d'Andrea Villechangy, il filme et répond en direct à vos commentaires. Ce soir, nous recevons Louis Arène. Bonsoir. Bonsoir, vous avez été pensionnaire de la Comédie Française entre 2012 et 2016. Tout à fait. Et vous revenez dans le cadre de la saison Molière, Louis Arène, mettre en scène Le Mariage forcé au Studio Théâtre à partir du 26 mai. Je confirme. C'est juste. Juste. Bonsoir Julie Sicard. Bonsoir. Vous êtes la 518e sociétaire de la troupe. Vous le saviez. Oui. Depuis le 1er janvier 2009, vous le saviez aussi. Et vous jouez Sganarelle dans Le Mariage forcé. Bonsoir Gaëlle Camille-Lindy, vous êtes Bonsoir. pensionnaire de la troupe. Vous jouez Géronimo, la première égyptienne, et Alcidas. C'est cela. Et pour cause d'emploi du temps un peu chargé, pour cause de bourgeois gentilhomme, vous nous quitterez à mi-chemin ou même un petit peu avant, parce qu'il s'agit de se sustenter un peu et puis surtout d'aller se faire maquiller. Parce qu'il y a un peu de... Il y a un peu de grooming sur ce rôle. Il y a un peu de... Ouais. Puis on ouvre le spectacle, donc du coup, ouais, il y a des horaires un peu... Bah oui, vous partirez avant, puis c'est pas grave. Alors Louis Arène, vous êtes aujourd'hui à la tête de votre compagnie, qui s'appelle, j'ai vérifié avant, le Moonstrom Théâtre. Je co-dirige avec Lionel Ingelzer. Voilà. Vous êtes de retour à la Comédie Française avec ce Mariage forcé qui est, sur le papier, une potacherie sophistiquée. Il y en a qui savante. Quelle est votre lecture à vous de ce texte qui est à la frontière de la pièce à sketch et dans lequel on retrouve pas mal de personnages de Molière et pas mal de thèmes de Molière? Est-ce que pour vous, c'est une potacherie savante? C'est clairement une farce, en tout cas. C'est ça qui m'a séduit tout de suite. Et peut-être pour résumer rapidement l'histoire, pour ceux qui peut-être ne l'ont pas ou plus en tête, c'est donc la pièce nous met en présence de Sganarelle, qui est un vieux baron d'une cinquantaine d'années. Donc à l'époque de Molière, c'était un âge conséquent, et qui se met en tête de prendre une femme et de se marier donc avec la jeune et belle et sans doute pucelle Dorimène. Et donc il compte en faire sa petite femme, un petit objet disponible à tous ses désirs quotidiens, domestiques et sexuels. Et donc il va demander conseil à ses amis, à des philosophes, à des savants, et puis très vite va venir en lui le doute, la peur du cocufiage, et qui va devenir une névrose absolument énorme. Inhérent au mariage? Ouais, sans doute, sans doute. Et puis c'est surtout qu'il va se rendre compte que Dorimène, elle aussi, elle est très très heureuse et très pressée de se marier, mais non pas pour la nouvelle vie de bonheur que va lui offrir Sganarelle, mais parce que en fait, elle compte échapper aux joues de son père, et puis surtout, elle compte surtout sur la mort très prochaine de Sganarelle pour empocher son bagos, son héritage, et puis être enfin libre. En fait, elle compte utiliser le mariage, qui est la cellule patriarcale par excellence, comme un outil de libération et d'émancipation. Et donc c'est cet élément-là, ce thème-là qui m'a tout de suite séduit, que j'ai trouvé très pertinent, très moderne, et puis un procédé aussi comique que Molière utilise à merveille, ce renversement des rôles. C'est finalement c'est ce vieux Sganarelle, le patriarche, l'homme tout-puissant, qui va se retrouver presque 6 pieds sous terre, marié de force. Mariage forcé, c'est dans ce sens-là? Le mariage forcé, c'est dans ce sens-là. C'est Sganarelle qui commence la pièce flamboyant et tout fier de sa nouvelle idée de son mariage, qui va finalement se retrouver dans la position de la proie, quoi. C'est ça ce qui est très intéressant dans cette pièce, c'est qu'elle est très courte, elle est très ramassée. Comme vous le disiez, c'est une pièce presque à sketch. Mm-hmm. Mais la force de l'écriture, c'est que quasiment dans chaque scène, il y a un retournement qui fait que le dominant devient le dominé, la proie devient le prédateur, à l'image de cet inversement premier qui est que le mari va devenir celui qui va se faire manger, quoi, finalement, qui va se faire détruire par ce mariage. Alors c'est vous le dominant-dominé, Sganarelle? Enfin. Enfin. Alors enfin quoi? Enfin dominant. Et enfin dominé. Enfin, il se passe quelque chose, quoi. Ouais. Enfin, il se passe quelque chose.
Bon, on vous propose Sganarelle. Après, on parlera du dispositif très particulier. Bonsoir. Mais votre idée à vous de cette pièce? C'est une pièce que je connaissais quand même un petit peu parce qu'elle est souvent travaillée dans les cours de théâtre. Enfin, au conservatoire, j'ai le souvenir de l'avoir vue travailler par des camarades. Mais j'avais pas plongé mon nez dedans depuis longtemps. Et forcément, je l'ai relu avec un autre œil, puisque je l'ai relu une fois que Louis m'avait proposé de jouer cet homme, Sganarelle, voilà. Et puis c'est très alléchant d'abord de jouer un homme. Voilà, je pense que je suis pas la seule comédienne d'ici à attendre ce culot-là, cette audace-là un peu plus généralisée. Mais en plus, c'était drôle et intéressant de le lire comme une femme qui va jouer un homme, et aussi de se rendre compte que finalement, ce n'est pas le. J'avais en effet un souvenir plus comique du personnage, alors qu'en fait, il est drôle pas longtemps en fait, enfin pas longtemps. Il est superbe pas longtemps. Après, il est très vite quand même maltraité. Bon, après, en plus, je le lisais en connaissant le travail de Louis et donc en rêvant à ce qu'il aurait pu rêver, etc. Et je suis d'accord que c'est une pièce qu'il est intéressant de monter aujourd'hui. Elle peut nous raconter énormément de choses au vu de tout ce qui se passe tout ce qui se passe en ce moment. L'interrogation sur le patriarcat, sur les femmes, la relibération des femmes. Voilà, donc Sganarelle, c'est bien de le jouer quand on est une femme, d'autant plus. Ouais. Alors, Éric Ruff, donc, ancien camarade de la troupe, qui est aujourd'hui administrateur général, qui signe aussi la scénographie, on en reparlera, vous a confié la mise en scène de ce texte en ayant en tête votre travail au Monstrum Théâtre, un travail sur les masques, Louis Arène. À quel endroit votre travail sur les masques, notamment, converge avec l'univers de la comédie française et ce texte-là précisément? Comment vous avez articulé tout ça? On sait que Molière est très inspiré de la comédie italienne, de la commedia dell'arte. On retrouve beaucoup dans ses pièces des personnages qui sont des archétypes de la commedia dell'arte, et encore plus dans ses pièces courtes, dans ses farces, où les personnages sont très, très archétypaux. Dès qu'ils rentrent en scène, il y a, presque physiquement, on les reconnaît tout de suite, le public les reconnaît, et il y a un rire qui se crée à cet endroit-là. Donc il y a cette filiation-là avec le théâtre de masques classique, on va dire, le théâtre de Tréteau, cette filiation avec le pur masque, quoi, le pur masque dont nous on vient de très loin parce qu'on a étudié au conservatoire, mais le travail que je fais avec ma compagnie, il essaye un peu de dynamiter ces codes-là et de remettre au goût du jour cet l'objet théâtral par excellence, l'objet théâtral ancestral, quoi, qui est le masque, mais essayer de lui donner une autre modernité. C'est un peu la première fois que je confronte mon travail de masque avec une pièce classique. En général, justement, on essaie d'aborder des textes plus contemporains. On a travaillé du Mayenbourg, du Copy, puis des textes qui ne sont pas forcément comiques aussi. Parce que c'est un masque qui... Votre masque, il est quand même assez différent de celui de la commedia dell'arte. Oui. Gaël, je vous vois faire ça. Oui, c'est vrai. On peut dire qu'il est un peu flippant, non? Il est flippant dans le sens où, contrairement à la comédia, ce que je disais il y a 2 minutes, c'est que le personnage rentre, il est tout de suite identifiable parce qu'il a un caractère, il a un nez prononcé, ce qui donne beaucoup d'expression dans les masques, c'est les sourcils. Ça donne beaucoup de caractère. Et moi, je m'évertue à effacer ces choses-là, à pas donner d'expression très précise. Et une autre chose, c'est que les masques sont très près du visage des acteurs, ils ont même la couleur de peau, ils brillent comme la peau. Et à une certaine distance, on peut même ne pas forcément voir la différence. Le fait d'enlever comme ça cette expression, c'est vrai que le personnage ne devient pas un caractère précis, mais le visage de l'acteur devient plus une surface de projection un peu étrange qui permet de faire travailler beaucoup l'imagination du spectateur. Moi, ce qui m'intéresse, c'est pas
le nouveau caractère que le masque va venir déposer, c'est plus ce qu'il enlève et ce que le spectateur va pouvoir projeter. Après, c'est un masque qui demande quand même toujours un jeu extraordinaire, pas naturaliste, même si on joue parfois avec le naturalisme, avec ces codes-là, mais ça demande un engagement physique très particulier, ça demande d'avoir un jeu aussi avec le regard qui est très particulier. Les yeux doivent toujours être très très grands ouverts, je les embête toute la journée avec ça, leur dire grands yeux, parce que le masque quand même il s'allume une fois que les yeux sont grands ouverts, et parce que c'est pas des personnages réalistes, c'est sûr. Gaël Camilindi, c'est comment on joue avec un masque, parce qu'effectivement c'est les expressions, même pour les gens qui sont devant, s'effacent en fait derrière ce sont des masques qui sont à moitié du visage. Il n'y a plus de cheveux. Là, ouais, on n'a plus de cheveux. Ils sont fermés jusque derrière, là, jusqu'à la nuque. Et puis, ils remontent quand même juste au-dessus. Donc, ça change quoi? Bah, c'est assez. Vous pouvez plus convoquer cette partie-là du visage, enfin, à part les gros yeux. Ben, on peut la convoquer à l'intérieur du masque, mais il y a quelque chose d'assez vertigineux parce qu'on ne se rend pas compte de ce que le masque travaille. En face en fait de la projection qu'on peut se faire justement sur cette surface qui est et on a beau se raconter, c'est-à-dire que moi quand je joue d'habitude, je me fais une idée ou en tout cas une image de ce que je suis en train de faire va renvoyer comme potentielle image. Et là avec ce masque, tout à coup il y a quelque chose qui ne nous appartient plus, qui est et c'est là où on s'en remet beaucoup à Lionel et à Louis, c'est qu'il faut faire confiance aussi à ce vide, à cet endroit un peu, Louis, on parle un peu des fois d'existentialisme, un peu cet endroit où qu'est-ce qui se passe entre les mots, qu'est-ce que sont que ces êtres dans cet espace-là, qu'est-ce qu'ils ont à raconter, et tout ce qu'on a comme vecteur quand on ne parle pas, c'est nos yeux et la puissance du masque en lui-même. Donc, comment est-ce qu'on joue avec les masques de Louis ? Je sais pas. Par exemple, le premier jour, quand vous avez mis vos masques, sachant déjà un peu vos textes, ou pas? Comment ça s'est passé entre vous qui vous connaissez si bien, par ailleurs, dans la troupe? Mais j'ai le souvenir que Louis et Lionel, justement, quand les premiers temps où on a mis le masque, les premières répétitions ne nous ont pas encouragés à transformer vraiment quelque chose de notre voix, etc. Ouais. C'est-à-dire, c'est finalement comme c'est des masques, oui, un peu effarés, comme dit souvent Louis. C'est des masques qui créent des êtres toujours un peu débarqués. Ça fait que leur imposer tout de suite une voix ou même un caractère, ça serait se tromper de toute façon. Donc il y a quelque chose qui se fait, et en effet c'est ce qu'il nous disait, ça va se faire. On ne sait pas comment ça se fait, mais en effet ça se fait. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, au bout d'un moment de travail, il y a un corps qui apparaît, il y a une voix qui apparaît, mais qui n'est pas vraiment consciente. Enfin, ce travail-là est assez inconscient finalement. Vous voulez dire que votre voix change, que votre corps, finalement, s'aligne avec ce qui se passe en haut et qui j'imagine que oui, mais comme c'est des masques qui doivent en effet, parce qu'ils sont pas très marqués, ils ont pas une esthétique très, l'esthétique si est quand même très surprenante, mais ils ne sont pas caractérisés, enfin pas beaucoup, un petit peu quand même, il y a des nez différents, etc. Ça fait qu'en effet on doit convoquer une drôle de sincérité, parce que faut avoir une sincérité, c'est-à-dire qu'il faut que ça soit très proche de nous, et en même temps avoir passé par c'est ni un filtre ni une distance, mais un sas comme ça qui est c'est comme dans un film de science-fiction, quoi. Il y a cette porte où on quitte le vaisseau et puis on va dans un autre vaisseau, mais il y a un moment là, il y a une dimension que vous ne maîtrisez pas, et c'est passé ça. Il y a un truc qui se passe un peu comme ça, donc il faut passer par là. Enfin, il faut accepter d'être toujours dans ce sas un peu où on ne maîtrise pas tout, où on est entre nous et entre du jeu masqué, quoi. Mais il faut toujours vadrouiller entre les deux. C'est pas comme souvent Louis parle de gros masques.
C'est quoi un gros masque? Bah non, mais le gros masque, c'est un peu l'image. Les gros yeux, le gros masque. C'est l'image qu'on Non, a c'est du l'inverse, masque. justement. C'est l'image qu'on a du masque, le grand personnage qui Ah parle oui. comme ça, qui fait et voilà, qui est très marqué, quoi, qu'on adore aussi, sans doute, mais dont on essaye de Mais pas là. s'émanciper. Là. Oui, c'est un travail plus subtil, plus étrange, qui gère plus avec l'inconscient aussi. Et comme disait Julie, qui demande une forme de sincérité aussi très particulière. Il faut toujours de la sincérité. Le masque, il souffre pas. Enfin, c'est un objet. C'est pas pour rien que c'est l'objet théâtral par excellence et qu'on l'utilise depuis. Il est très paradoxal cet objet, mais il met quand même l'artifice au premier plan. Devant, on voit que c'est pour de faux, mais pourtant il demande une grande sincérité et il fait que j'en parlerai plus tard peut-être, mais la catharsis opère. Enfin, les gens y croient, mais ils voient au premier plan que c'est pour de faux. Moi, c'est pour ça que j'adore cet objet. Et en plus, pour rajouter à ce qu'il vient de dire, c'est ça. Ce qui est déstabilisant aussi, c'est que on n'est pas dans. Ça enlève complètement ce qu'on appelle toujours la psychologie. On ne sait pas trop ce que ça veut dire, mais là, quand je dis que ça enlève de la psychologie, même si je trouve ce mot complètement, je trouve qu'il veut rien dire, c'est-à-dire qu'on ne peut pas s'accrocher, en tout cas, à une psychologie. C'est-à-dire, il faut convoquer plusieurs psychologies. C'est-à-dire pouvoir sauter d'une psychologie à une autre. C'est pas qu'il n'y a pas de psychologie, mais c'est qu'il y en a 1000. Mais c'est l'art du théâtre à son paroxysme. Le masque, ça vous met en tant que comédien? C'est très difficile. Ouais, ça nous met à un endroit où on peut pas se reposer, quoi. On peut pas même ne serait-ce que se reposer sur une manière de faire ou sur ce qu'on une sait dramaturgie. Sur ce qu'on sait faire, je pense que de toute façon c'est mieux pas, mais oui, sur des béquilles qu'on pourrait avoir, oui, voilà. béquilles d'acteurs. Et puis comme sur une réplique, on peut jouer 100% une chose et puis droit derrière sur une autre réplique, prendre un virage à 180 et jouer le strict opposé et qu'il faut le faire à 100% aussi. Ça, le petit lien qu'on va avoir besoin pour se dire oui, mais il faut que je me raconte quelque chose pour passer de ça à ça. Ben en fait là, il faut faire cut et passer et virer à gauche. Ça change le jeu, ça change votre technique de jeu. Moi, en tout cas, ce que ça provoque chez moi, et je vois que c'est ça qui est difficile pour moi, c'est que je ne sais pas jouer de la batterie parce que je ne sais pas dissocier mes 4 membres. Donc en fait, dans le masque, c'est un peu pareil. C'est que il faut savoir à un moment donné dissocier les choses. C'est-à-dire dissocier quoi? Dissocier ce qu'on va dire et même comment est-ce qu'on le dit et puis ce qu'on fait et puis tout en fait. Ouais. Et moi, je bug très vite parce que souvent j'associe ce que je vais faire à quelque chose de linéaire avec une sorte de dramaturgie linéaire. Et là, la dramaturgie, elle a pas de linéarité. Toujours, elle a pas toujours ou alors il faut se la fabriquer, il faut se la raconter. Et des fois, il faut passer on crée des structures où on va se déplacer dans une scène dans cette structure-là. C'est peut-être un peu abstrait ce que je raconte. Non, pas du tout. Et ensuite, c'est à nous plus tard, et vraiment plus tard, sans doute à la dernière semaine, qu'on va commencer à entrevoir un fil rouge qui va relier le tout, mais tout en gardant ces angles quoi. Donc ouais, ça c'est difficile. C'est ça qui est difficile. Et pourtant, je pense que quand on joue pas masqué, on change aussi un peu de voix, on change un petit peu de corps, on a des chaussures qui sont plus ou moins lourdes, on va avoir une veste qui va nous appuyer sur les épaules. Dans le masque, on entame ce travail. On se dit qu'il faut faire ce travail-là un peu en amont dès qu'on a mis l'objet sur le visage. Mais le but du jeu, c'est quand même aussi qu'on ne reconnaisse pas. Enfin, il y a quand même quelque chose de l'ordre de la transformation. Enfin, c'est pour ça qu'on n'utilise pas les béquilles d'habitude aussi, parce que on n'a pas envie d'être trahi. Enfin, il y a quelque chose, je sais pas, peut-être. Ouais. D'être trahi par quoi? C'est joli. De savoir qui c'est. Oui, voilà. De se dire, Où est-ce qu'elle est? Oui, que si je faisais appel à peut-être, enfin, je sais pas, j'y pense là à l'instant, mais si je faisais appel à des béquilles, j'imagine qu'on en a tous, mais je voudrais pas que ça trahisse qui vous êtes, qui je suis, l'actrice qui est derrière. Oui. Ce qu'il raconte là, Louis Arène, c'est vous qui avez l'expérience de ce travail avec les masques, c'est ce qu'expérimente chacun à sa façon les acteurs avec lesquels vous avez déjà travaillé.
Oui, bien sûr. Après, Vous savez dans quoi vous les avez lancés avant de les lancer. Vous Bah, saviez dans quoi vous les lanciez avant de le d'une faire. certaine manière. Je sais qu'il va y avoir de la technique et moi, mon plaisir aussi, j'essaie de pas être dogmatique avec cet objet-là et d'être toujours en questionnement et en recherche aussi parce que les œuvres qu'on choisit d'aborder, elles sont très différentes et elles demandent aussi une technique différente vis-à-vis du masque. Enfin, le masque doit être un outil dramaturgique, ça doit pas être un prétexte. Enfin, le texte doit pas être un prétexte pour faire un spectacle de masque. Et le masque, il doit nous servir il doit servir le propos en fait. Il doit nous aider c'est un outil dramaturgique quoi. Et donc la manière de l'utiliser selon les textes, encore plus là avec un texte avec du Molière, avec un texte classique, elle doit forcément évoluer. Et la technique corporelle évolue aussi. Donc moi je suis un tout petit peu plus en avance peut-être que les acteurs à cet endroit-là, mais je découvre en même temps avec eux. On se pose beaucoup de questions en répétition, on essaye beaucoup de choses, on va dans une direction et puis dans l'autre, parce que tout ça doit rester vraiment organique et sensible pour que ça joue vraiment, pour que le théâtre apparaisse vraiment et que ces masques aient une vraie nécessité, une vraie vie et un mystère. Donc moi, c'est ça que j'aime aussi avec eux, c'est être encore en apprentissage avec cet objet-là. Gaëlle Camilindi, avant de vous libérer, Louis Arène parlait de cet outil dramaturgique qui est le masque, et vous, finalement, cette chose qui adviendra sans doute à la fin, avant la première. Quand je vous avais vu il y a quelques mois de cela, avant la première du Bourgeois gentilhomme, vous étiez dans la même recherche parce que vous n'aviez pas encore fini répétition et il y avait tous ces outils dramaturgiques que l'on connaît maintenant dans Bourgeois gentilhomme. Et je me souviens que vous étiez un peu au même endroit, vous et le reste de la distribution, puisqu'il y avait d'autres acteurs à ce moment-là. Il y avait notamment Françoise Gillard. C'est-à-dire que vous n'aviez pas encore vos rôles, vous n'aviez pas encore vos personnages. Je ne sais pas comment dire. Est-ce que finalement, c'est pas le propre de ces outils dramaturgiques, de venir en fait vous faire travailler jusqu'au bout, jusqu'au moment où en fait tout rentre. Bon, là c'est très technique, le Bourgeois gentilhomme. Elle est claire ma question, elle est pas claire. Non, mais moi ce que j'entends, ce que ça m'évoque, c'est que oui, travailler toujours jusqu'au bout. Et je pense que c'est ce qui fait aussi la force des textes des textes de Molière en fait, puisqu'on parle du Bourgeois gentilhomme et là du mariage forcé, c'est qu'est-ce qui fait que je vais mettre les choses en ordre. La permanence des choses. Qu'est-ce qui fait que moi, en tout cas, ce qui va m'intéresser dans le travail, l'impermanence ou la permanence. La permanence. La permanence. Ouais. Le fait que Molière, on le joue encore aujourd'hui. Pourquoi pour raconter quoi? Par qui? Pour qui? C'est des questions qui sont, je pense, moi en tout cas, qui m'intéressent. Et ce que je trouve génial avec le travail de Louis et Lionel, c'est de se dire, ok, on s'empare d'un texte qui a 400 ans et on va le confronter avec notre époque, on va le confronter avec nous contemporains de cette époque-là, avec tout ce que traverse notre époque aujourd'hui dans ce qu'on déconstruit du patriarcat, etc., dont on parlait Julie avant, et de dire ok, maintenant on va raconter Molière avec ces lunettes-là, et c'est ça qui fait que ça nous oblige à travailler jusqu'au bout, jusqu'à la dernière minute, jusqu'à la dernière semaine, pour trouver comment, je suis peut-être pas très clair, mais pour trouver comment raconter au mieux ce qui fait que ce texte-là peut encore avoir peut-être quelque chose à raconter de nouveau et qui va faire que lui donner une nouvelle lumière et qui va lui donner du sens en fait, et qui moi va me donner du sens, à moi peut-être, je parlais de moi, dans le fait que ça m'intéresse de jouer ça. Ce qui va m'intéresser. Mais c'est parce que vous questionnez l'époque que ça vous prend autant de temps et que finalement ça n'advient qu'à la fin. Ouais, parce que c'est un peu mystérieux le fait que les choses émergent. Mais en même temps, les répétitions, elles servent à ça. Si on trouvait tout de suite, on s'ennuierait déjà. Et la répétition, c'est quand même des séances où tout le monde se réunit pour s'interroger, quoi. Et on confronte nos points de vue, nos idées. Donc tant qu'on nous dira pas allez go, partez. Je pense qu'on peut faire ça une vie entière. Hein. Je crois que Vassiliev, il fait ça d'ailleurs, il me semble. Je crois que c'est le cas. Je crois que c'est un peu c'est son projet de vie. Je crois qu'il pourrait répéter un seul spectacle toute sa vie. Gaëlle Camilindi, moi je vais vous dire allez go. Allez go, partez. Tu l'as trouvé? Tu l'as trouvé ton personnage? J'y vais. Là maintenant. Mais c'est vrai que par rapport au Bourgeois, je rebondis là-dessus, c'est que
il y a une manière de travailler aussi où on n'est pas dans le masque, mais on est dans quelque chose, dans des traits qui sont très tirés, très caricaturaux, dans des choses très marquées elles aussi. Et je pense que les archétypes maîtres à danser, maîtres de philosophie, qui ont été joués plein de fois, on se dit il y a une seule manière de les jouer, ou il y a eu une manière la même pendant longtemps. Qu'est-ce que aujourd'hui je vais pouvoir avec mon corps, ma voix raconter d'autres. Donc ouais, c'est sûr que c'est quelque chose qui fait peur, quoi. Donc l'héritage. Oui. Ouais. Là, vous reprenez avec plaisir Bourgeois Gentilhomme, parce que c'est une grosse production. C'est un gros paquebot qu'il faut qu'on tire tous ensemble. Ouais. Oui, on le reprend avec joie. Je pense qu'on aurait voulu avoir plus de répétitions pour le reprendre dans des conditions optimales, mais les conditions optimales. Mais ça n'existe pas, les conditions optimales. Non, ça n'existe pas. Et sinon, ça ne mettrait pas de overrated, comme on dit en anglais. Bah, écoutez, alors on dit merde, il paraît. Eh ben, on dit je. À toutes. Au revoir. Comme ça, tout le monde va voir votre très jolie chemise. Bonne soirée. Bonne soirée, Gaëlle. Toi Toi, c'est quoi? C'est en italien. Ah, c'est en italien? C'est les Italiens qui disent Toi Toi. C'est en russe. On dit Toi Toi en russe. Ou alors c'est pour l'opéra ou les danseurs, je sais plus. En tout cas, on le dit. On le dit. Non, les Italiens ils disent un bocca al lupo. Alors, ça Peut-être peut qu'ils disent aussi Toi Toi. C'est quoi une bocca al lupo? C'est-à-dire dans la bouche, dans la gueule du loup. Je te souhaite d'aller. C'est comme bricolette. Ouais. C'est un peu le cas, non, quand on rentre sur scène. On rentre Dans la gueule du loup. avec plaisir, ouais. Oui, c'est d'ailleurs plus imagé que la nôtre. On dit merde. Ouais. C'était par rapport. C'est efficace. Mais c'était par rapport aux chevaux. Mm. Mais donc il y a quelque chose de plus historique que dans les autres sont plus poétiques. Oui. Peut-être pas, on sait pas. Peut-être des loups. Alors, les costumes portés à l'envers, le décor immaculé qui rappelle un peu une cellule d'enfermement psychiatrique. En tout cas, moi, c'est comme ça que je l'ai vu. Je ne peux pas tout dévoiler parce qu'il y a des astuces. Vous jouez avec l'étrangeté, vous jouez avec ce malaise des personnages. Aussi, les masques, on vient d'en parler, viennent apporter cette dimension à la pièce. Au milieu de tout ça, où le rire émerge. Est-ce que vous avez déjà envie de faire émerger un rire? Ouais. Bah, c'était un peu le but premier quand même. On peut contourner mais les injonctions. Moi, c'est ce qui me plaisait le plus. Et même, on pousse avec les acteurs à chercher du gag, même là où il n'y en aurait pas nécessairement. Bon, il n'y a pas que ça, mais cette pièce, moi, je la connais. J'avais dû la lire, mais il y a très longtemps, je m'en souvenais plus, et elle m'a vraiment fait exploser. Elle m'a fait rire, quoi, à la lecture, et ça m'a reconnecté à ce plaisir-là du tréteau aussi, quoi, du masque premier, de la comédie, de la farce, et donc j'espère que le gag, il est aussi grâce à, il vient de tout ça, et puis il est là grâce au talent des comédiens qui sont quand même, qui sont pas les derniers. Non, qui sont pas les derniers à rigoler. Je l'ai vu avant le début de l'émission. Non, vous avez dégenré, on peut dire dégenré. Oui. La distribution, puisque vous jouez Sganarelle, que Christian Eck joue le personnage féminin. Dorimène, j'allais dire Dorémine, c'est mon petit problème dyslexique. Qu'est-ce que ça apporte, ça? Vous, au-delà du plaisir de l'actrice, parce que vous l'expliquez, c'est évidemment un plaisir de jouer un homme. À ce que Louis vient de dire, c'est-à-dire par rapport à le fait de faire rire, on se rend compte aussi que ce qui fait rire dans cette pièce, c'est ce qui est dérangeant finalement. Souvent, le rire vient de quelque chose de dérangeant, parce que c'est vrai que le fait que je joue un homme et que Christian joue ma future épouse, on peut aussi aller dans des excès que ne permettrait pas la distribution inversée. Si vous restiez dans vos genres respectifs, c'est-à-dire c'est-à-dire qu'on peut pousser quelque chose qui serait dérangeant ou qui irait trop loin sans
je sais pas comment dire. Bah, c'est-à-dire que la pièce, elle était intéressante aussi pour ça, et je la trouvais actuelle aussi pour ça, c'est qu'elle parle quand même de ça. Elle parle effectivement du patriarcat destructeur tout-puissant, elle parle de la domination de la gente masculine sur les femmes, mais d'un point de vue très intéressant. Donc avec ce renversement initial, c'est la jeune mariée qui va prendre le pouvoir, enfin relativement, parce qu'elle va quand même se retrouver... Oui, parce que le destin de Dorimène, il n'est pas non plus... Non, mais il pourrait être celui très enviable. Elle pourrait devenir Célimène, par exemple, parce que Célimène, au début du misanthrope, c'est ça, elle a épousé un vieux riche qui est mort, et puis elle se retrouve une jeune veuve. C'est son but, en tout cas, à Dorimène. Et donc... Mais l'inversion des genres, ça vous permet, par exemple, d'aller très très loin dans la virilité toxique et abusive, utilisons tous les mots contemporains, peut-être plus loin que un comédien masculin qui n'oserait pas. Ça c'est sûr. C'est sûr parce que forcément je vais pas tomber dans une caricature. Bah oui. Je peux pas puisque je fais mes premiers pas dans la masculinité. Donc elle est abusive, votre masculinité. Je suis vierge au niveau de la perversité. Masculine en tout cas. Mais non, c'est pas moi qui l'ai dit. Mais donc oui, ça offre quand même une liberté et ça amène une naïveté à ce personnage qui ne l'est pas, puisqu'on parle d'un vieux barbon de 50 ans, etc. Oui, ça lui offre quand même une fraîcheur dans la façon de subir et de traverser les épreuves qu'on lui offre, quoi. Et inversement pour Dorimène. Bah oui, c'est ça, c'est que ça permet d'ouvrir le sens énormément, en fait. L'écueil, c'est qu'ils aillent trop loin. Est-ce qu'ils vont trop loin? Bah, je sais pas. Est-ce qu'ils vont s'amuser trop loin avec dégenrage? Enfin, moi, je vois pas les choses comme ça. Après, la question, c'est est-ce que vous avez, à un moment donné, dit, bon, là, on met des limites, on essaye de rester dans une sphère définie au départ, ou est-ce que vous les laissez aller avec leur masque et leur genre inversé? Mais la question est plus une histoire d'équilibre parce que c'est une pièce très très courte. Donc, et cadencée. Elle est tellement courte que c'est une contrainte particulière aussi, une pièce si courte. C'est-à-dire qu'une pièce longue, on peut aussi se permettre de s'allonger sur des divans, etc. Là quand même. On peut pas justement parce que la taille de cette pièce, enfin ce petit écran fait que il faut être condensé, concentré, quoi. Faut s'adapter à l'objet que c'est. Et c'est un petit objet. Enfin, extrêmement précis pour autant. Donc oui, y compris dans les détails que vous avez imaginés, avec notamment on a parlé des masques, mais sur les costumes qui sont pour certains retournés, inachevés. Il y a une forme de décalage infini mais permanent, jusque dans le décor. C'est dans cette idée de cette dramaturgie du renversement, donc on a pris très au sérieux avec tous les collaborateurs, en fait. C'est qu'est-ce qui se passe si on renverse, si on change ce dont on a l'habitude et si on regarde, si on met les choses la tête à l'envers, en fait. Et ça nous permet de les regarder d'une autre manière. On voit peut-être ce qui était caché, on les regarde d'une manière nouvelle parce que peut-être on faisait pas attention à certains détails. Donc avec les costumes notamment, alors c'était très émouvant parce qu'on est allé avec ma costumière Colombe Loriot-Prévost dans le stock de la Comédie Française. J'avais vraiment envie de ça, de travailler avec des costumes qui avaient déjà servi. Donc on est allé dans le stock, prendre des costumes il y a des costumes de spectacles récents, mais il y a des costumes beaucoup plus anciens, historiques. Donc c'est des pièces, c'est presque des œuvres d'art avec les étiquettes des sociétaires qu'ils ont portées, certains qui sont plus dans la troupe, certains qui sont décédés. Et les comédiens jouent avec ça, répètent avec ça. Il y a les noms, il y a les tampons, etc. Enfin, il y a aussi l'artisanat, il y a aussi comme avec le masque, on montre l'artifice, on montre que c'est du faux.
Et puis après, voilà, il faut pas que ça reste, c'est pas des pièces de musée, il faut que ça nous serve à raconter quelque chose aussi. Si c'est plus simple de mettre un élément plus contemporain, ben, on va l'utiliser aussi. Ça nous raconte aussi comment cette pièce a traversé les époques et puis elle reste toujours actuelle aujourd'hui. Ce qui est important, c'est qu'on travaille sur des figures qui soient reconnaissables, qui soient sensibles, de détourner un petit peu l'archétype quand c'est nécessaire pour rendre le personnage plus précis, plus sensible. Votre mise en scène, votre travail sur le mariage forcé, comment il s'inscrit dans l'histoire de cette pièce à la Comédie Française? Parce que vous arrivez dans un lieu avec une troupe et un texte chargé. Alors, pas forcément négativement, mais en tout cas, il y a une histoire et il y a un héritage. C'est à cet endroit-là, moi j'ai un peu regardé, mais pas trop justement, ce qui s'était fait pour être le plus vierge possible par rapport à cette histoire-là, un peu regarder ce qui s'était fait aux Français, mais j'ai pas trop fouillé parce que je voulais garder mon intuition aussi. Et puis comment cette pièce me touche aujourd'hui, je lui disais, aujourd'hui on est vraiment dans ces questions sur le genre, sur le patriarcat, qui n'étaient pas présentes il y a 10 ans. Moi, ça a été mon angle d'approche, on va dire, de cette pièce. L'enjeu de cette pièce, il est là pour vous deux? Oui, quand même aujourd'hui, ça serait difficile de lire ou de mettre en scène cette pièce sans passer pas. Enfin, ça serait complètement. Ça sera raté quelque chose, je pense, parce que bon, et c'est terrible. Et il y a quelque chose de terrible à avoir de l'évidence dans une pièce de cet âge-là. Pour raconter, enfin, il y a quelque chose on s'en sert comme une arme, mais en même temps, il y a quelque chose d'assez terrible, quoi. C'est pas du tout je pense que Molière, c'est pour ça qu'il est formidable et génial et visionnaire. Il parle clairement de ça. Il parle de la toute-puissance de l'homme masculin. Il parle de la soumission des femmes. Il parle de ça, comment la cellule du couple, du mariage, broie les jeunes filles. C'est Mona Chollet avant l'heure. Mais absolument. Il y a les sorcières dans la pièce. Il y a les bohémiennes qui font aussi tourner en bourrique Sganarelle. C'est des figures de sorcières aussi. C'est magnifique. Il est question aussi, on parlait en plaisantant plus ou moins, de la masculinité abusive, toxique. Il est question de ça aussi, ou il est question surtout de la position des femmes qui, de fait, à l'époque, plus encore qu'aujourd'hui, était très peu enviable. Vous qui jouez un homme. C'est clairement écrit. Est-ce qu'il questionne la virilité? Est-ce qu'il questionne... Les premières scènes sont des scènes de Sganarelle très content, très fier à l'aube de ce mariage avec une très jeune fille. Et très très vite, à la deuxième scène, il expose sa vision du mariage. Et je veux dire, elle est très claire, quoi. C'est vraiment, oui, la femme est un objet, quoi. Et un objet, c'est sa chose, à tous les points de vue. Et ça y va carrément, quoi. Enfin, jusqu'à, oui. Et on rit de cela. Oui, on rit de ça parce que très vite après, Dorimène va raconter elle sa vision du mariage et elle a une parole complètement moderne, c'est-à-dire que elle parle de liberté, de jeunesse, quoi. Donc très vite ils sont confrontés, les deux théories sont confrontées dans la pièce et après ça sera le développement de une sorte comme ça c'est pas le bon mot, mais comme une punition, on va un peu punir Sganarelle de cette misogynie, de ce sexisme, voilà. C'est un texte que vous qualifieriez de féministe. C'est une question qui revient souvent sur Molière. Est-ce qu'il était féministe? Alors, pas au sens contemporain du terme, parce qu'il se... Sans doute qu'on pourrait le dire. Après, moi, ce qui m'intéresse toujours, c'est pas travailler à l'endroit du militantisme, en tout cas, ça c'est sûr, même si moi, personnellement, évidemment, les positions féministes m'intéressent énormément et c'est pour ça aussi que j'étais intéressé par cette pièce. Mais mon endroit, il n'est pas du tout à cet endroit-là. C'est plus dans l'ouverture. C'est pour ça que quand Julie joue le personnage dont elle vient de parler, cette force virile, et que Christian, un homme plus âgé,
que le rôle joue une jeune fille. Non seulement ça fait rire, mais ça trouble aussi. C'est-à-dire que ça crée une zone de friction et de tension. C'est-à-dire qu'on n'est pas là pour... Enfin, on leur trouve à chacun des circonstances atténuantes, et puis ils sont monstrueux aussi tous les deux. Il n'y a pas... voilà, c'est pas une pièce qui pointe les hommes du doigt en disant vous voyez comme c'est mal ce que vous faites, soyez gentils avec les femmes. C'est un endroit... Le théâtre, je pense, il doit être un endroit, enfin pour moi, un peu plus complexe. Il ne doit pas résoudre les choses, il doit créer plus de problèmes qu'autre chose. C'est la modernité de Molière, ça ? La nuance ? Ah bah, moi je crois que clairement, c'est pour ça qu'il reste encore toujours d'actualité, c'est que en fait c'est la nuance et il pose des problèmes, il pose des questions insolubles, métaphysiques aussi, philosophiques, qui sont toujours d'actualité. Enfin, la preuve avec ces textes-là, tous ceux qui sont encore montés à la Comédie Française, il y a cette... Oui, justement, après 5 mois de saison Molière, vous êtes dans le 5e mois, Julie Sicard. Bien sûr que Molière est joué en permanence à la Comédie Française, mais là, vous êtes dans un bain, vous avez questionné avec la troupe, avec la direction, ce répertoire, comment s'en saisir, comment le questionner, comment le jouer, le rejouer et le décaler. Le rire, il est jamais le même, c'est-à-dire que le rire dans ce mariage forcé-là, mise en scène par Louis Arène, il sera différent du rire qui est proposé dans Le Bourgeois Gentilhomme. Il est plastique, le rire de Molière ? Ah, oui, de toute façon, enfin, quand on parle, Molière peut être aussi très mal monté, très mal joué, hein, ça. Je veux dire, c'est pas, il y a pas de recette magique. On peut rater Molière. On peut rater Molière. Donc il y a pas, c'est pas forcément quelqu'un aujourd'hui peut rater Molière. Donc il y a pas une histoire il aurait cette magie qui il pourrait traverser les siècles comme par magie et non, c'est les lectures qu'on en fait. C'est comment les gens ont l'intelligence de lui faire confiance et de faire confiance qu'il nous fera confiance. Et c'est les deux, c'est-à-dire nous on fait confiance à sa langue et il faut imaginer que Molière nous ferait confiance aussi. C'est-à-dire comme toute pièce du monde entier, on monte un Molière avec l'envie d'en faire et d'en dire quelque chose. Et pas comme un texte sacré qui serait comme ça, qui ferait son travail de lui-même. Ça a beau être un auteur extraordinaire, il a quand même besoin de l'aide de son lecteur, quoi. Enfin, comme tout auteur. Donc c'est ce qu'on voit là pendant 5 mois. C'est-à-dire que les gens qui s'emparent pendant cette saison Molière des textes de Molière sont des gens tous très différents. Donc oui, il y aura des lectures plus classiques, mais rien ne sera classique puisque on le joue aujourd'hui. Nous sommes les gens de maintenant, comme ils disent. Mais oui, donc le rire sera aussi. Molière devra faire confiance à l'identité de chaque équipe et de chaque metteur en scène et de chaque équipe constituée qui transformeront. Ce qu'il a écrit, mais je pense qu'un auteur, il écrit aussi pour ça. Enfin, j'imagine. Même si lui jouait, parce que c'était lui qui jouait Sganarelle, mais dans cette pièce, c'est lui qui jouait Sganarelle. Ouais. Vous y pensez ? Est-ce que vous y pensez ? Savait pas qu'aujourd'hui, en 2022, ce serait une femme. Et puis qu'on jouerait ses pièces, peut-être. Je sais pas. Mais vous y pensez ? Même s'il y a rien de magique dans tout ça, est-ce que vous y pensez ? J'y pense par rapport à l'écriture. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose de l'écriture, surtout sur les farces, enfin sur les petites pièces de Molière. C'est des pièces qu'il a écrites très très vite. Je sais plus 15 jours, je crois. 15 jours. Donc on peut le ressentir par rapport à un Don Juan ou un Misanthrope, où on sent, ou Tartuffe, où il y a on sent qu'il a pu prendre le temps de s'asseoir à une table, etc. Là, des fois, on sent que tout vient d'improvisation, enfin, c'est des écritures qui sont nées vraiment des écritures de plateau, qu'on a l'impression qu'on a inventé ce terme-là. C'est un texte arrêté à un moment donné, mais c'est un texte qui vivait. Ça a arrêté à un moment donné, mais qui devait, à mon avis, quand il le jouait, il n'était pas arrêté, le texte, je pense. Nous, on a bien dû l'arrêter pour en hériter, mais donc, on sent dans l'esprit et dans l'énergie, surtout, dans l'énergie du texte. C'est-à-dire que et c'est pour ça que ça va bien avec ça, le fait qu'il n'y ait pas une mais plusieurs psychologies
parce qu'on sent aussi qu'il passe par, il peut se passer par des codes différents. C'était pas là son souci. Son souci était dans quelque chose d'efficace, mais joliment efficace. C'est rien de péjoratif dans cette efficacité-là, mais de quelque chose d'une énergie qui fait son œuvre, quoi. Louis Arène, vous co-dirigez votre propre compagnie, on en parlait en début d'émission, et là, vous retrouvez quelques camarades de la troupe, du conservatoire, je crois qu'il y a une bande de copains, je crois, que vous avez reconstitué avec le recul qui est le vôtre et en même temps la connaissance de cette institution qui est la Comédie Française. Comment vous décririez la spécificité du travail de cette troupe ? La première spécificité, je pense effectivement, c'est la troupe. C'est-à-dire l'entité oui, humaine, ces gens qui se connaissent. Moi, c'est ce qui m'a le plus, ce qui a été le plus dur à quitter quand j'ai quitté la troupe, c'est ça, qui est unique en son genre, quoi. C'est un collectif, en fait, tout simplement. La vie ensemble. Oui, c'était cette vraie. Cette équipe, cette aventure humaine, c'est formidable. Enfin, je sais pas, on rentre dans cette troupe et on peut à la fois avoir des tout jeunes acteurs de 20 ans et ça va jusqu'à des sociétaires qui ont 80 ans, qui ont des méthodes de travail complètement différentes, qui ont un univers complètement différent, il y a des monstres sacrés et puis on se retrouve avec eux dans un spectacle. Enfin, c'est magnifique tout d'un coup et puis tout ça, on secoue tout ça et on fait des spectacles avec ça. Et donc il y a cette chose-là. Est-ce que c'est facile de travailler avec eux ? Moi j'ai choisi ceux avec qui c'était facile. Je sais pas si c'est facile avec tout le monde, moi j'ai eu de la chance. C'est facile parce que c'est des machines de guerre quand même. Enfin je veux dire, il y a c'est des travailleurs. C'est des travailleurs. Et puis il y a une connaissance du plateau, il y a une connaissance des textes, il y a une connaissance technique aussi qui est magnifique. Et puis ils ont l'habitude de travailler entre nous. Bon, parfois ça peut avoir ses mauvais côtés, le fait qu'ils ont l'habitude de travailler entre eux. C'était ma question parce que la blague, elle est. Il faut rentrer dans le collectif, il faut trouver sa place. En même temps, il dit pas tout parce que quand même, on n'est pas nombreux, on est 5 sur le plateau. Mais quand même, il a choisi aussi ses vieux potes du cons. Donc autant, moi par exemple, je peux avoir travaillé avec Louis ici, mais je me rends compte que il connaît bien les autres. Il avait rignaché avec d'autres gens avant moi. C'est-à-dire que quand je le vois avec Benjamin ou Gaël, etc., on sent une connivence aussi qui est bien plus ancienne, qui date du conservatoire, qui est quand même l'endroit le plus merveilleux du monde pour se faire des amis, enfin des fidélités en tout cas. Et là, oui, on sent aussi. Donc moi, des fois, je me sens un peu exclue. Cette troupe, elle est. Je pense à ça parce que vous êtes dans ce film Guermantes, qui est un film sur une pièce et sur la troupe, et qui est un film de Christophe Honoré. Et on voit dans ce film la fascination d'un metteur en scène, d'un réalisateur pour cette troupe presque mystérieuse. Et vous en êtes, et on voit à un moment donné cette scène de banquet. Et c'est vrai qu'en tant que spectateur, et donc on est tous potentiellement les spectateurs de cette troupe, en tout cas de son fonctionnement, de sa mécanique, c'est assez mystérieux. Oui, après le film, on le redit à chaque fois, mais c'est une fiction. C'est une fiction. Ouais. Mais c'est une fiction, mais qui raconte bien une réalité, qui est très fidèle à un sentiment qu'on partage entre nous, etc. Après, Christophe Honoré, fasciné par la troupe, le film commence pas par une fascination. Non, il commence par un petit conflit. Oui, il commence par un petit conflit, mais et justement, en tout cas, il l'observe. Je pense que c'était bien qu'il commence par un conflit parce que je pense que ça nous a encore plus porté à défendre aussi à ses yeux que c'était pas que du sentimentalisme ce qui nous unissait, mais que c'était, oui, voilà. De toute façon, on passe presque plus de temps ici que chez nous, donc en effet, faut aimer ça pour être ici, quoi. Faut aimer l'humain, quoi. Faut aimer travailler tout le temps avec les mêmes personnes. C'est idiot, mais il y a des gens qui n'y arrivent pas, il y a des gens qui ont du mal avec ça, hein, mais. Donc, faut aimer ça, faut avoir aimé les colonies de vacances enfants.
Moi, ce que j'avais beaucoup aimé aussi dans les quelques années où j'étais dans la troupe, c'est que il y a plusieurs troupes dans la troupe en fonction des spectacles. Bien sûr. Moi, en 5 ans, j'ai pas travaillé avec tout le monde. Il y a un truc qui se crée pas vraiment avec les gens tant qu'on n'a pas Avec qui on travaille pas. tant qu'on n'a pas vraiment joué. Mais il y avait après quand un spectacle est terminé, on rencontre un nouveau groupe. Enfin, c'est très organique en fait. Il y a quelque chose aussi de très joyeux à cet endroit-là. Il y a des formations nouvelles qui se forment à chaque fois. J'ai l'impression qu'il y a aussi cette chose-là organique qui est très qui donne une énergie. Oui, ça fait qu'on est tout le temps dans la rencontre finalement parce que on peut retravailler avec des gens avec qui on n'a pas travaillé pendant des années, depuis des années, et puis la vie a fait qu'on est différent, et puis le projet n'est pas le même que celui d'il y a 10 ans, donc oui, et puis en effet il y a des hasards de fidélité. Il y aura des groupes d'acteurs qui sur une saison vont toujours se retrouver. Et puis les saisons d'après, ça sera autre chose, etc. Enfin, donc on peut voir beaucoup des gens. Puis c'est vrai qu'il suffit qu'un spectacle s'arrête, et puis on va se croiser dans les couloirs, mais on s'appellera plus tous les jours comme on le faisait quand on répétait, quand on jouait, etc. Mais c'est pareil pour le cinéma, c'est pareil pour sauf les gens qui travaillent vraiment en petite compagnie. Mais là, nous, on est 60, donc c'est quand même une grande troupe, quoi. Louis, quel plaisir particulier vous avez eu à revenir? Donc j'ai eu ce plaisir de retrouver. Est-ce qu'il y a des choses qui vous camarades. manquaient? Est-ce que Place Colette Oui, ça c'est la vrai. cantine. La cantine. La cantine. C'est vrai que Benjamin, par exemple. Benjamin Laverne et Gaël, avec qui j'étais au conservatoire. Avec qui on était très proches, on se voyait beaucoup. Et puis quand j'étais ici avec Benjamin, on travaillait beaucoup ensemble. Et puis ici, c'est un petit déchirement quand même quand on part, parce que même si chacun fait sa vie, les acteurs qui sont ici travaillent énormément, donc forcément on se voit beaucoup moins. Donc là, il y a ce plaisir-là. Et puis Sylvia, Julie, Christian aussi, qui avaient été des très belles rencontres ici. C'est un bonheur de les retrouver, mais à un autre endroit. Enfin, je les redécouvre aussi parce que j'ai pas la même place. Donc ça, c'est un vrai plaisir. Et puis, travailler avec les services, je recroise avec bonheur tous les gens des ateliers, les coiffeurs, les costumes, tout ça, qui sont toutes les petites mains magnifiques dont on ne parle jamais assez, je trouve, parce qu'ils font les habilleuses, qui font un travail formidable. Et retrouver tous ces visages, ça me touche beaucoup, parce que j'ai grandi quand même malgré tout dans cette maison. C'était pas mon chemin définitif. Mais c'était un passage important. C'était un passage très important. Ça m'a beaucoup appris. Merci beaucoup. Merci à tous les deux. Merci à Gaël qui est parti. C'est Le mariage forcé de Molière du 26 mai au 3 juillet au Studio Théâtre. Mise en scène Louis Arène avec Julie Sicard, Gaël Camilindi, Christian Eck, Sylvia Berger, Benjamin Laverne. Merci à vous, Arthur. Merci, Andrea. Bonne semaine avec la Comédie Française. La semaine prochaine, ce sera ma camarade Judith Chen. Au revoir. Au revoir.